Ce petit testeur de composants LCR T4, bon marché, est-ce qu'il en vaut les 8 $? Bon, on va le mettre sur le banc d'essai. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut. C'était trop tentant, même si je n'avais pas vraiment besoin d'un testeur de composants, ayant tous les instruments requis pour faire ces tâches. Je me suis tout de même procuré ce testeur de composants LCR T4 sur eBay. Le prix était trop alléchant pour que je passe mon tour. Mais allait-il en valoir la peine pour les 8 $? Quelques autres vidéos sur YouTube semblent montrer qu'il fonctionne convenablement. Mais moi, je veux le mettre à l'essai. Je ferai donc une analyse de son assemblage et je vais l'essayer avec plusieurs composants différents. Et avant de conclure la vidéo, je vais vous entretenir rapidement des techniques utilisées par le testeur pour faire les mesures. Alors, on y va. Alors, le testeur de composants est arrivé comme d'habitude dans une enveloppe à bulles blanche. C'est classique pour tout ce qui vient de Chine. Et il y avait en plus, par contre, je dois le dire, il y avait du rembourrage de bulles additionnel. Et à ma grande surprise, oui, un sac antistatique métallisé, s'il vous plaît. On n'arrête pas le progrès du côté de la Chine. J'ai tellement reçu d'objets mal emballés. Là-dessus, on leur donne un pouce. Vraiment, là, c'est très bien. OK, alors, j'ai découpé et voici l'unité en question que je vais analyser. Oh, je vois des rayures sur la... Oh non, OK, ça doit être un film. Oh, oui, wow! Wow! L'affichage n'est plus collé dans son socle. Je vais devoir faire très attention. Il n'est pas collé, ou en tout cas, il n'est plus collé, je ne sais pas trop. Là. Je vais enlever le film, on va voir beaucoup mieux. Bon. OK, alors c'était rayé sur le plastique, mais non, l'affichage est propre. Il n'y a pas de rayure, rien. OK, alors, premier coup de vue. Examen sommaire, donc affichage à refixer dans son socle. Dommage, ça a l'air d'être collé de façon très sommaire. Ça doit être collé sur les côtés parce que le fond blanc doit être absolument blanc sans rien d'autre puisque c'est le contraste. L'affichage est complètement transparent si on le défait de son socle. Donc, c'est important de coller seulement sur les côtés, sinon on va avoir des artefacts dans l'image. Alors, assemblage semble correct si on exclut l'affichage décollé. Bon, socle, comme d'habitude, copie chinoise là, des outils Textool, mais ça, c'est vraiment pas de la haute qualité. Mais l'avantage, c'est qu'on peut le remplacer si jamais ça se brise. OK? Commutateur correct. Plaquette de circuit imprimé qui semble être de bonne qualité. Oui, maintenant, les Chinois sont capables de faire de la bonne qualité au niveau des plaquettes. Ça, il n'y a pas de problème. On vire ça de côté. Oh, OK, on a notre microcontrôleur qui est un Atmega 328, je présume. OK. Alors, et un cristal. Le montage en surface semble de qualité acceptable. Oui, les pièces sont bien alignées, il y a de la bonne quantité de soudure, ça me semble bien correct. Franchement, ça a été fait évidemment sur une ligne de montage et la ligne semble bien syntonisée, je peux permettre l'expression. Et ce qui a été soudé à la main, bon, le support ZIF pour mettre les pieds, pour tester les composants, le commutateur, l'alimentation 9 volts, et ça c'est, c'est l'éclairage de notre affichage. Bon, c'est soudé à la main. Semble être correct au niveau de la soudure à la main. C'est de la soudure 6-6, c'est pas très luisant, ça paraît. On doit vivre avec, que voulez-vous. Ruban, ça semble correct. Ici, bon, il a peut-être été endommagé un petit peu par le fait que ça flottait. Non, il semble être correct. Alors, on va... tout semble bien, comme je vous mentionnais, bonne plaquette. On va mettre l'alimentation dessus, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, voilà, pile insérée, je vous mets ça centré et j'allume. Bon, ben, ça semble correct. Il n'y a pas de composante connectée, donc on nous dit unknown part ou pièce endommagée ou inconnue. Bon, parfait. Alors, je ramasse quelques pièces et on fait des essais. OK, alors première constatation, je me suis dit, bon, ben je vais mettre ce condensateur de 1000 microfarads.
Mais je vais bien suivre la polarité. La polarité. La polarité. Quelle polarité? Il n'y a aucune indication de polarité pour un condensateur électrolytique. En tout cas, sur la plaquette, il n'y en a pas. Je regarderai sur les dessins, mais non, je ne crois pas. Alors, je vais insérer. Ce n'est pas nécessairement grave puisque ce ne sera pas une exposition longue, mais ça sera à voir. OK, alors, on commence. On y va avec des résistances, pourquoi pas. Alors, je commence avec un extrême, 4,7 mégohms. Je vais mettre ça entre la broche 1 et 3. Allons-y, c'est parti. Et on a 4,788 mégohms. Donc, c'est bon, c'est bon. On va essayer entre la broche 1 et 2, tiens, voir si la lecture va être différente. 4,673. Alors, voyez-vous, il y a une différence quand même qui n'est pas négligeable, mais on peut dire quand même que c'est dans l'ordre des tolérances de la résistance de toute façon. Alors, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Ça nous dit quand même qu'on est très près de 4,7 mégohms. C'est acceptable. Allons-y avec une valeur intermédiaire. Tiens, 560 ohms ici. Je vais y aller entre la broche 2 et 3. On va voir s'il va bien détecter entre la broche 2 et 3. C'est parti. C'est bon. 560. OK, exactement. Excellent. Et là, je vais y aller dans un autre extrême. 1 ohm. Tiens, entre la broche 1 et 3, 1 ohm. C'est bon. On me donne 1,04 ohm. Excellent. C'est donc, ça veut dire quoi? 4% à côté, mais c'est d'une résistance de quoi? 5%. Donc, on ne s'inquiète pas outre mesure. OK, maintenant, passons au condensateur. Pourquoi pas? On y va avec le 1000? Ah non! On y va avec l'autre extrémité. Pourquoi pas? On nous dit, selon la feuille de spécification, la description sur eBay, que c'est bon à partir de 25 picofarades. Alors, j'y mets un 30. On va voir qu'est-ce qu'il va faire avec un 30 pico. 27 pico. OK. Alors, je ne sais pas si le condensateur, je pourrais le vérifier sur un autre testeur, là, mais quand même, c'est 3%. Non, ça veut dire, c'est quoi? 10%? Environ 10%. Oui, 10% à côté, mais ça peut très bien que ce soit un condensateur de 10 à 20% de toute façon de tolérance. Donc, on ne peut pas conclure que le testeur est à côté. D'accord? Bon, ensuite, on va mettre un 10 nanofarad. Donc, 10 000 pico. Je ne sais pas comment on va l'exprimer. Oui, 9410 pico. C'est correct. C'est dans les normes. Un condensateur, ce n'est jamais aussi précis qu'une résistance, à moins qu'on y mette le prix. Et là, je vais mettre un 1 microfarad, un autre extrême, entre la broche 2 et 3. On lit 984 nano, donc 0,98 microfarad. C'est bon. 2% à côté. Oui. Et on parle d'un ESR, donc résistance série équivalente de 0,48 ohms pour une perte de 0,4%. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, ça semble être réaliste. OK, ensuite, 1000 micros. OK, on va le mettre entre la broche 1 et 3, c'est le plus facile pour moi. Allons-y pour 1000 microfarads. Ça va probablement prendre plus de temps à tester. Et oui, c'est bien cela. Alors, je compte. OK. On a 1167 microfarads. OK. Alors, ça veut dire c'est quoi? 16% à côté. Bon, c'est très possible. Des condensateurs de ce type, dont la compagnie n'est pas connue. Bon, quand même fait au Japon, là. Mais bon, c'est très possible que ce soit effectivement un peu au-dessus. Donc, mais quand même, on est dedans. On nous dit vraiment que c'est un condensateur de 1100 microfarads. OK, 1176 microfarads. Alors, maintenant, on va passer à des semi-conducteurs. OK, alors on débute avec une série de semi-conducteurs assez simples. On va y aller avec une diode traditionnelle, pourquoi pas. Diode au silicium. On va voir qu'est-ce que le vérificateur, le testeur va nous donner. Oui, une diode, 654 millivolts de chute en tension en direct, en courant en direct, et une capacitance de jonction de 12 picofarads. Ça, j'aime ça. C'est bien ça, qu'il estime la capacité. Très intéressant. OK, alors on est parti pour ça. Parfait. Je vais mettre une diode Schottky. Donc, on s'attend à avoir beaucoup moins en chute de tension directe. 581. Ça semble assez élevé. Il faudrait que j'en essaie une autre. Une autre diode Schottky.
Ouh, c'est rentré de justesse. Ouh, je peux même pas enclencher, mais ça va fonctionner. Ouais, 258. Alors ça, c'est définitivement diode Schottky avec une jonction... Ouf, qu'est-ce que c'est ça? Capacitance de... Ah, OK, 1,8 nanofarad. Je crois que c'est ça. Alors, OK, ça semble fonctionner. Probablement que c'était pas une diode Schottky ou qu'elle est défectueuse. C'est très possible. C'est une diode récupérée que j'avais essayé. OK? Alors, on continue. Pourquoi pas? Transistor. C'est... On va voir. Je vous le dis pas tout de suite. On va s'amuser un petit peu. Alors, j'insère les 3 contacts. Alors, c'est un transistor au silicium. Et c'est un NPN, ce qu'il a découvert. C'est un 2N3904 avec un gain de 273. OK, ça semble correct. Et la tension directe de la jonction base émetteur, donc c'est 715 mV. OK, parfait. Et on me donne le brochage, donc EBC, ce qui est très possible. Oui, c'est bien cela, EBC. J'ai vérifié sur le transistor. D'accord, c'est bon. J'en essaie un autre, pourquoi pas. Quelque chose de complémentaire, tiens. Allons-y pour ceci. Et c'est parti. Transistor inséré. Et on a un PNP. Vous auriez deviné, hein? Alors, c'est EBC, ce qui est très possible. Ça me semble un ordre bien correct, avec un gain de 260 et une tension de jonction base émetteur de 671 mV. Tout semble nominal et correct. J'ai ici des transistors un peu différents. Alors, on va voir s'il va reconnaître. J'ai là-dedans un MOSFET. Et il l'a découvert, en effet. Source grille drain avec une tension threshold, une tension de déclenchement de 1,5 volts et une capacitance de jonction de 114 picofarad. OK, alors c'était bien ça. C'est un N de type N à enhancement. Donc, je cherche le terme en français, ça ne me vient pas, je suis désolé. Mais c'est bien ça. Un MOSFET, c'est un 2N7000 en passant. D'accord? Alors, le suivant, c'est un autre transistor. Et on va voir s'il va le reconnaître comme il faut. Bravo! C'est un JFET de type N. C'est un J310. Et on me donne les tensions et le courant utilisé. Merveilleux. Franchement, je suis surpris. Oui, je suis surpris. Jusqu'à maintenant, il a tout découvert. Alors, le dernier semi-conducteur que je vais essayer, c'est cette diode Zener. Et on va voir s'il va détecter la tension Zener. Non, on la voit comme une diode traditionnelle. Ah, là, je suis un petit peu étonné. Je vais la tourner de côté. Et on ne détecte pas ici le fait que ce soit une diode Zener. OK, ça, c'est un petit peu décevant. C'est une diode Zener de 5,1 volts. Peut-être que la tension est un peu trop élevée. On me dit que c'est 9 volts la tension de test. Donc, je vais essayer une tension Zener plus faible. C'est une diode Zener de 3 volts et que je laissais tout de suite. Oh, monsieur le curé. Allô? Il y a quelqu'un là-dedans? Oh, on voit 2 diodes. OK. Ah, bon. OK, on me dit qu'il y a 2 diodes, mais en réalité, OK, ça semble être un peu logique. Une chute de tension de 2,06 volts et une autre chute de tension dans le sens inverse de 764 mV. Donc, dans son sens direct, elle se comporte comme une diode traditionnelle. Et dans son sens inverse, on me dit 2,06 volts. Ce n'est pas tout à fait juste parce que c'est une diode de 3 volts. Je vais essayer 2 autres. Je vais tourner de côté et je vais tester à nouveau. OK. Alors, on teste à nouveau 2 diodes dans un arrangement différent cette fois-ci. Mais encore une fois, on me dit 2,06 volts dans un sens et 763 mV dans l'autre. OK, alors on a de la difficulté ici. Plutôt que de dire que c'est une diode Zener, on me dit qu'il y a 2 diodes. Et la tension Zener n'est pas juste. OK, c'est une 3 volts. Donc, au niveau des diodes Zener, faiblesse. Alors, n'arrêtant devant rien, j'ai creusé dans mon stock de pièces et j'ai trouvé un SCR et un TRIAC. Fait qu'on va essayer le SCR. Non, c'est pas bon. On me donne une résistance de 100 ohms. Alors, SCR, non.
Et quant au triac, je ne m'attends pas à des bonnes surprises. Non, on nous donne une diode, c'est tout. Donc, j'imagine qu'il y a moyen de vérifier là, une des jonctions de cette façon-là, mais non, ça ne va pas comme détection de composants. Donc, SCR et triac, on repassera. Au niveau des bobines, self, inductance, je crois que là, il va y avoir un problème. D'après ce que j'ai pu comprendre, cette unité-là ne travaille que dans les millihenries. Bien, le moindrement que vous allez faire des circuits radiofréquences, oubliez ça, des millihenries, c'est bien trop élevé. On parle de micro-henries et de nano-henries. Donc, je fais une lecture ici d'une inductance et on obtient 0,06 millihenries avec une résistance de 3 ohms entre la broche 1 et 3. Ce qui est correct, la broche 1 et 3, mais 0,6 millihenries, là, ça ne donne pas une grosse résolution en micro-henries, c'est 60 micro-henries. Donc, ça fonctionne en autant que les inductances sont assez élevées. Si je mets une valeur plus faible, ici on me donne une résistance de 0,27 ohms, mais c'est pas ça, c'est une inductance de 1,5 micro-henries. Donc définitivement, la limite inférieure n'est pas très faible. Donc ça, c'est pour les inductances, là, moi je n'aime pas. Alors on a essayé le testeur de composants. Maintenant, vous avez-vous demandé comment ça pouvait fonctionner, un petit testeur aussi simple que ça avec un simple microcontrôleur? Bien, c'est pas compliqué. J'ai fait un peu de reverse engineering. Donc, j'ai essayé de voir comment c'était monté sur la plaquette et j'ai trouvé des idées sur le web. En fait, j'ai probablement trouvé le circuit en question dont l'auteur s'est inspiré pour faire ce testeur-là. Voici comment ça fonctionne. C'est relativement simple. On a 3 entrées, évidemment, 1, 2 et 3, les broches 1, 2, 3 sur le testeur. Ces entrées-là sont envoyées à un convertisseur analogique numérique. On s'en serait douté, là. Et en rotation, la tension est mesurée sur ces 3 entrées-là. D'accord? Ensuite, on a des broches numériques, 0, 1, donc 0 ou 3.3 volts, là, pas analogiques du tout, qui sont envoyées à des résistances. J'en ai dessiné juste une par branche, mais en réalité, il y en a 2 pour donner 2 gammes de fonctionnement. Mais pour simplifier le schéma. Là. Alors, vous devinez probablement aussi que la routine de logiciel, donc on pourrait dire le firmware, va travailler sur 2 broches à la fois. Hein? On va faire broche 1, broche 2, broche 1, broche 3, broche 2, broche 3. On va pouvoir faire broche 2, broche 1, et ainsi de suite. On va essayer toutes les combinaisons. Okay? C'est comme ça que le firmware va fonctionner. Il va appliquer une tension élevée, ici, et il va appliquer une tension basse sur une autre des broches. Par exemple, si on met une résistance ici, mettons qu'on s'est connecté entre la broche 1 et 2 avec une résistance, bien, cette résistance-là, elle va être mesurée en appliquant une tension ici, et en lisant l'impact que cette résistance a sur la deuxième broche. Et si on applique une impulsion, bien, on va lire une impulsion. Pas plus compliqué que ça. Et il n'y aura pas de délai entre les deux, puisqu'il n'y a pas d'effet capacitif ou inductif. Ce n'est pas réactif, c'est résistif. Donc, on s'attend tout simplement à avoir un diviseur de tension entre cette résistance-ci et l'autre résistance pour aller ici, sur l'entrée ADC. Peut-être que les autres sorties sont mises en état tri-state, donc en état flottant ou en entrée pour ne pas perturber le fonctionnement du circuit. C'est très possible. OK? Alors, en alternance, comme ça, en jouant avec des impulsions courtes, là, j'essaie de deviner, là, je ne l'ai pas mesuré, mais impulsion courte, impulsion longue, ou même un train d'impulsion, une onde carrée, et en mesurant le temps de réponse, bon, on peut voir si c'est résistif, on peut voir si c'est capacitif. Il y aura alors une pente de charge, soit de l'inductance, soit du condensateur. Donc, ici, il y aura sur l'ADC une lecture qui sera graduelle et non pas instantanée. Donc, et le temps que ça va prendre entre le moment qu'on applique une tension ici et le moment qu'on lit une tension ici, bien, on pourra calculer le taux
TAU, la lettre grecque, et donc on pourra calculer le condensateur. Alors, c'est fort probablement comme ça que ça fonctionne, ou l'inductance évidemment. Pour les semi-conducteurs, eh bien c'est clair, on applique une impulsion, et on va s'apercevoir ici que l'impulsion ne sera plus une impulsion, c'est-à-dire qu'elle va saturer à une certaine tension et ne bougera plus. Donc, on sera capable de mesurer cette tension-là et on verra que ce n'est plus résistif à partir d'une certaine tension, mais bien que ça se stabilise à une tension constante. Alors, tout est dans le firmware. Il y a beaucoup de, pensez-y bien, dans le firmware, dans la façon de mesurer, dans la façon d'utiliser les phénomènes physiques là, de réactance, par exemple, capacitive ou inductive. Les jonctions PN. Donc, il y a vraiment... moi, je trouve ça extrêmement bien fait, compte tenu de la simplicité du circuit. Un stimuli numérique, logique, donc, et une réaction qu'on mesure sur des convertisseurs analogiques numériques. Très bien pensé. Alors, j'ai mis un condensateur sur le testeur et j'ai actionné le système et sans surprise, on a une onde carrée répétitive, donc, ce qui permet au firmware de tester le taux de charge et décharge des condensateurs, d'un condensateur. Au niveau de la mesure des résistances, ce n'est pas ça qu'on voit, c'est plutôt une impulsion ou deux ou trois de beaucoup plus grande durée et il y a 4 niveaux possibles. Donc, évidemment, puisqu'il y a 2 résistances, donc les combinaisons sont vraiment 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc, 4 niveaux possibles. Et c'est comme ça qu'on réussit à mesurer les chutes de tension à travers de la résistance et donc de déduire tout simplement la résistance. OK, alors je vous étale les résultats de façon sommaire, je vous donne un jugement. Bon, les plus, ce qui est bien, c'est que le testeur est adéquat pour les résistances, les condensateurs, les diodes en silicium ordinaire et les diodes Schottky aussi. Il est bon pour les transistors bipolaires, les transistors effet de champ, là, les FET et les MOSFET. L'affichage est net et clair, est intéressant à consulter. L'assemblage de la plaquette PCB est correct, il n'y a pas de problème. Son prix est franchement très bas. Et il est expédié, ce testeur, dans un emballage pour les décharges électrostatiques. Alors ça, c'est très bien. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est que le testeur est inadéquat pour tout ce qui touche bobine self, là, les inductances pour toutes les valeurs plus basses que je dirais, disons 100 micro-henry et surtout pas les nano-henry. Donc, on oublie le côté radiofréquence donc les possibilités de mesurer des bobines pour l'ERF. J'ai aussi constaté qu'il n'était pas convenable pour vérifier des thyristors ou des SCR et des triacs. Non plus pour les diodes Zener, je ne le recommande pas car la tension maximale est de, je crois que c'est 4,5 volts. Donc ça ne va pas vérifier beaucoup de diodes Zener quand on pense que des diodes Zener, il y en a jusqu'à plus de 100 volts. Donc c'est à toute fin pratique inutile. Il n'y a pas non plus de routine pour faire un zéro. Donc c'est un acte de foi sur l'étalonnage de l'appareil en question. Malheureusement, ça aurait été bien de pouvoir annuler les sondes ou annuler le support en mettant peut-être un court-circuit ou quelque chose du genre. Mais non, ça n'existe pas. Le support ZIF vert là, qui nous permet de coincer les pièces pour le test, c'est de la piètre qualité. Ce n'est pas bon, mais ça se remplace. Bon, disons qu'il faut penser que ça ne durera pas très très longtemps si on fait plusieurs mesures. L'affichage, dans mon cas en tout cas, était mal fixé au support. Est-ce que c'est un problème qui affecte beaucoup des testeurs? Je ne sais pas, mais le mien, ce n'était pas bon. Et finalement, je conseille fortement d'utiliser un boîtier, puisque ça ne vient pas avec un boîtier, et clairement, ça ne résistera pas aux manipulations d'un labo sur un établi très très longtemps. Alors, je recommande l'achat de ce testeur, compte tenu de son faible prix, mais plus comme testeur pour reconnaître les pièces que pour faire des mesures précises. Ce n'est clairement pas un pont LCR, en tout cas, ça c'est clair. Mais
ça peut être quand même utile de l'avoir à la portée de la main pour tester des semi-conducteurs lorsqu'on fait des réparations et aussi vérifier des condensateurs puisque la fonction de mesure de condensateur fonctionne quand même convenablement. En passant, tous les liens pertinents à cette vidéo se trouvent dans la description ci-dessous. Alors, j'espère que vous avez apprécié le format de ce nouveau genre de vidéo que j'appelle banc d'essai. J'aurai une foule d'autres bidules de ce genre à mettre au banc d'essai dans les prochains mois. J'intercalerai des vidéos de banc d'essai de façon plus ou moins régulière entre d'autres vidéos techniques et réparations comme je le fais à l'habitude. Alors sur ce, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine.